suis avec Mariam Madvi, fondatrice de Valueco, et Vincent Auriac, fondateur d'Axilia Finance. On va parler d'un sujet qui passionne tout le monde, c'est le sujet de la décarbonation. Avant de parler de décarbonation, il faut parler d'ESG. Mariam, vous êtes une spécialiste. L'ESG, il y a un problème de base, un cauchemar même pour certains, c'est le problème des données ESG. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer le sujet, le problème et le pourquoi de cette opacité ? Alors, merci Fabrice. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a deux sujets sur les données ESG. Donc il y a d'abord les données brutes, donc les données des entreprises, et ensuite il y a effectivement les données qui sont fournies par les différents fournisseurs de données, et notamment les notations ESG. Donc sur les données brutes, aujourd'hui les entreprises, elles collectent les données ESG, donc elles collectent des données liées à leur activité, à comment est-ce qu'elles impactent l'environnement, comment est-ce qu'elles traitent leurs clients. Ces données, ce n'est pas simple de les collecter. Quand elles ont l'opportunité de le faire, elles ne le font pas de la même façon, donc ce n'est pas forcément tout le temps cohérent. Donc il y a vraiment cette problématique déjà de collecte de données au niveau des entreprises qui n'est pas homogène. Il y a le fait que les données ensuite qui sont publiées par les entreprises ne sont pas auditées. Donc ça reste aujourd'hui du déclaratif, mais ça va s'améliorer avec la CSRD. Et ensuite, il y a la problématique vraiment des indicateurs qui sont créés notamment par les agences de notation. Donc les indicateurs aujourd'hui sont nommés pareil, mais ne mesurent pas du tout forcément la même chose. Donc par exemple, si on dit un indicateur sur les accidents au travail, donc on va prendre le nombre d'accidents au travail, mais est-ce qu'on va le diviser par le nombre d'employés globalement ou le nombre de personnes sur place? Ça ne donne pas le même résultat. Et en fait, c'est ça qui fait que du coup, les données donc, brutes et les données au niveau des indicateurs qui sont achetés par les asset managers et par, donc notamment pour créer leur propre méthodologie et leur propre scoring, ne sont pas forcément comparables tout le temps. Bon, tout ça va s'harmoniser aussi un petit peu parce que avec la CSRD, il va y avoir aussi des indicateurs qui sont déjà là et qui sont un peu plus réglementés, sur lesquels vont s'appuyer de plus en plus du coup les asset managers. Maintenant, quand on regarde les notations ESG, donc les notations ESG, il y a les notations des agences de notation. Donc aujourd'hui, il y a les travaux de Florian Berg qui ont étudié en 2017, mais également début 2024, la corrélation entre les différents scorings des agences, donc MSCI, Moody's, S&P et Sustainalytics. Et en fait, cette corrélation, elle est de 54%. Donc ça veut dire que MSCI va dire cette entreprise, elle est bien d'un point de vue durabilité, et Sustainalytics va dire elle n'est pas terrible. Donc là, c'est pas tout à fait simple. Et donc à partir de là, pourquoi cette corrélation elle est faible? Les travaux expliquent qu'il y a trois raisons. Donc la première raison, c'est ce que j'ai expliqué sur les indicateurs, c'est-à-dire qu'on nomme des indicateurs pareils mais que ça ne mesure pas la même chose. La deuxième, c'est que au niveau du scope, donc le scope 1, le scope 2, le scope 3, donc est-ce qu'on regarde vraiment toute la chaîne de valeur ou est-ce qu'on s'arrête dans la chaîne de valeur pour donc l'évaluation? Ce n'est pas la même chose. Et la troisième différence vient de la matrice de matérialité, c'est-à-dire est-ce qu'on va mettre le même poids sur l'eau que sur la biodiversité, que les différentes approches ont différentes préférences et donc différentes pondérations. Donc voilà, donc ça explique effectivement les problématiques sur les données ESG, à la fois brutes et à la fois sur les notations. Alors justement, que proposez-vous pour résoudre ce sujet de l'opacité et de la dispersion des données ? Alors, effectivement, donc aujourd'hui, il y a une grande diversité. Donc, il y a le sujet des données qui ne sont pas qualitatives et il y a le sujet aussi de la diversité des opinions et des approches qui ne sont pas explicites. Parce que ça représente effectivement la propriété intellectuelle des différentes agences, mais également des asset managers, parce que plusieurs asset managers en tout cas
en leur modèle propriétaire. Donc ils vont utiliser différents indicateurs et construire leur scoring interne qu'ils vont utiliser pour décider s'ils investissent ou pas. Et donc l'idée ici, c'est la diversité est enrichissante, mais il faut la capturer et il faut un point de référence unique et qui soit neutre. De la même façon, quand on regarde par exemple le prix d'une action, donc il y a plusieurs prix en fait dans le carnet d'ordre parce que chaque trader a analysé à sa façon, avec sa propre approche, en utilisant ses sources de données à lui, donc l'entreprise, et a mis un target price qui est le sien, quoi. Mais la diversité est capturée dans un paramètre de marché qui est le prix de l'action. Donc sur l'ESG, il n'y a malheureusement pas à aujourd'hui donc, de paramètres représentatifs de ce que tout fait le marché sur la durabilité. Et c'est un sujet que nous adressons notamment sur différents facteurs. Alors, merci Marième pour cette explication très didactique sur l'ESG. On va maintenant se focaliser avec Vincent sur le E, parce que Vincent, le E, c'est votre sujet. Dans le E, je dirais même que votre sujet très précis, c'est le climat. Vous pensez que le climat prime tout? Alors moi, au début, je ne pensais pas grand-chose. Celui qui pensait au début, c'est le client. On a un client qui nous a interpellés et qui nous a dit moi, j'ai un sujet très précis en tête et je ne le vois pas dans la notation ESG. Et donc, ce client était tellement focus sur le sujet qu'on a arrêté effectivement avec la notation ESG. Et là a commencé l'idée un peu folle au départ d'inventer en fait un nouvel indicateur qui soit lui accepté par le client, compris, pertinent, universel. Alors, ça faisait beaucoup, mais en prenant, je dirais, tous les critères, il y en a parfois plusieurs dizaines ou centaines, on a regardé quel était celui parmi tous ce qu'on appelle ces critères ESG, quel était celui qui était le plus, qui allait s'imposer à tous et qui ne souffrait pas de contestation. Et là, on s'est appuyé également sur des travaux de gens quand même assez éminents, qui sont les chercheurs du GIEC, qui nous disent que le climat va impacter la totalité de nos façons de vivre et va même les modifier profondément. Et donc on a dit, parmi ces 200 critères, on va en prendre un, on va prendre le critère du climat. Le climat n'est pas un critère en tant que tel, le critère c'est les émissions de CO2. Voilà. Et donc l'avantage des émissions de CO2, c'est que c'est un critère qui est publié de manière obligatoire en France déjà depuis plus de 10 ans. C'est un critère qui était déjà très diffusé par les entreprises. Et donc on était à peu près certain de la pertinence, de la profondeur, de la disponibilité de cette donnée. Ce qui était déjà hyper important, il n'y avait pas de trou dans la raquette. Et donc à partir de là, on s'est dit, mais comment on peut rendre visible, matériel, ce fameux mot de matérialité, le CO2, qui n'a ni odeur ni saveur, je dirais, qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas. On s'est dit, il faut qu'on rentre dans une logique financière, on va monétiser le carbone, on va donner un prix au carbone, et de cette manière-là, il va rentrer dans le viseur des entreprises et de toute la finance, quelque part, ce que personne ne faisait. Une fois qu'on a dit ça, c'est quoi le prix du carbone? Il y avait un prix du quota européen qui existait, mais qui était un peu, on va dire, franchement très administré. Depuis 2005, il existait, il y avait des quotas gratuits, il n'y avait pas de vérité des prix sur cette tonne de carbone. Tous les acteurs n'étaient pas imposés à payer cette taxe carbone, il y avait à peu près que la moitié. Donc on s'est dit, ça ne peut pas être ce prix-là, il faut en chercher un autre. Et on a cherché un prix universel du carbone. Et ce prix existe, et c'est les mêmes. C'est le GIEC qui publie des sujets là-dessus, notamment une littérature en 2018, le rapport 1.5. Et il y a un prix du carbone qui est calculé par des économistes. Alors ça, c'était hyper important, parce que nous, on est dans un monde de rationalité. Et donc, il nous faut des choses financières. Et donc, on s'est dit, on va prendre ce prix du carbone à dire d'économistes. On va prendre les émissions de CO2, on les a, elles sont publiées. Et on va multiplier tout bêtement et tout simplement les émissions par le prix du carbone. Et ça va nous faire une facture carbone que quelque part tout le monde devrait payer. Pas que les entreprises, hein. Il n'y a pas de, je dirais, d'ostracisme envers les entreprises. Tout le monde devrait les payer. Mais au moins on donne une matérialité, on fait vivre cette externalité. Donc on a une facture carbone. Cette facture carbone, comme toute facture, on doit la payer. Donc on la déduit du résultat d'exploitation et on regarde si la boîte est en capacité de payer, un peu dans une logique pollueur-payeur. Voilà, donc on s'aperçoit qu'il y a en gros, en moyenne, une entreprise sur deux qui peut payer cette facture. Donc c'est hyper discriminant.
là où souvent la sélectivité est bien moindre sur l'ESG. On s'oblige même à mettre des paliers inférieurs de sélectivité à 20%, 30%. A priori, ça n'est peut-être même pas sélectif. Là, il y a une mesure simple, indiscutable, publiée par les entreprises, les émissions, publiée par le GIEC, le prix du carbone. Tout est publié, on ne fait que des soustractions. Et voilà, donc je pense qu'il faut une nouvelle métrique, un nouveau thermomètre pour mesurer une température qui n'est plus celle qui est donnée par les marchés aujourd'hui. Alors, à partir de cette donnée clé que vous venez d'expliquer, de facture carbone, cette externalité négative, comment la communauté financière, la communauté institutionnelle peut procéder, peut changer ses processus, y compris d'investissement, pour s'adapter et faire face à ce risque climatique majeur? Ouais. Alors déjà, il y a le fait de savoir, de partir de l'existant, d'être capable de mesurer l'exposition. Donc nous, ce qu'on fait, on a un logiciel qui permet de calculer la facture carbone de 15 000 émetteurs mondiaux, de calculer la capacité à payer, est-ce qu'on est encore en EBITDA positif ou négatif. Ça, c'est la première chose. Savoir où est le problème. Si demain, les gouvernements qui sont exsangues, qui n'ont plus d'argent, instaurent une taxe carbone, qui va la payer? Qui va effectivement avoir de gros problèmes? Donc ça se mesure. Une fois qu'on a ça, ça peut être un outil d'engagement. On peut aller voir ceux qui ne sont pas en capacité de payer cette facture et de leur dire il faut mettre en place des outils pour effectivement faire baisser cette facture. Et en fait, il y a un total mimétisme entre la logique physique. Il faut réduire à zéro les émissions de CO2. Il faut réduire à zéro la facture carbone. C'est la même logique. On n'est pas dans deux voies parallèles. C'est le même sujet. Réduire à zéro la facture carbone, c'est réduire à zéro les émissions de CO2. Le prix, lui, ne baissera pas. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui? C'est que ceux qui entendent ce message, ce sont les émetteurs, ce sont les entreprises cotées. Aujourd'hui, on a à date 14 entreprises, CAC 40, SBF 120, qui publient leur score carbone, qui communiquent sur le fait d'être dans l'indice. On a fait un indice qui est calculé à partir du score carbone, un peu comme le CAC 40, mais il s'appelle le Vérité 40. Et donc on voit que les émetteurs sont les premiers à s'approprier ce sujet, voyant bien que la notation ESG a des faiblesses qu'a évoquées parfaitement Mariam, et que donc il faut peut-être passer à autre chose. Ils ne lâchent pas la notation ESG, elle est utilisée par les opérateurs de marché, mais ils la complètent avec un indicateur simple et qui a une vertu essentielle, c'est la pilotabilité. Un PDG peut décider de baisser sa facture carbone. Il n'a pas de main pour augmenter sa note ESG ou la baisser. Enfin, il va vouloir l'améliorer. On peut pas réunir les équipes le matin en disant je vais passer de 5,8 à 6,2. Il y a trop de critères, c'est trop compliqué. Par contre, on peut dire je vais réduire cette année de 5% mes émissions de CO2. Ça, c'est quelque chose qui est pilotable. Voilà, c'est quelque chose. Il faut que ce soit également opposable. Il y a un grand patron du CAC 40 qui s'appelle Yann Lerich, qui est le patron de Getlink, qui dit moi j'en avais marre d'avoir des notes ESG, un coup bonnes, un coup mauvaises. Ça a été dit par Mariam, mais je ne savais même pas pourquoi. Et quand elles étaient mauvaises, surtout quand elles sont mauvaises, j'avais envie de savoir pourquoi. Je passe un coup de fil, il n'y a personne pour me répondre. Ben oui, des fois c'est en Inde, des fois c'est à Boston, des fois c'est ailleurs, mais il n'y a personne pour répondre. C'est ce que dit également la patronne d'Euronext. On n'a pas les explications. Voilà. Donc je pense qu'il faut revenir à des choses simples. Et nous, on est allé au maximum de la simplicité, pas du simplisme. Prendre un indicateur intégré, on parle souvent d'intégration ESG, intégrons l'externalité dans la mesure financière et gérons les boîtes à partir de ça. Et vous allez voir qu'il va y avoir, comme c'est rentré dans le radar des entreprises, il va y avoir des actions qui vont se mettre en place. Pour l'instant, c'est un truc de chercheur et un truc de financier. Il faut mettre les deux ensemble. Écoutez, merci à vous deux pour cette exploration pédagogique de sujets complexes, de notation ESG, de facture carbone, d'impératifs climatiques. Et à très bientôt sur le même sujet.